chers amis, on va reprendre en comité un peu plus restreint. Effectivement, un certain nombre de nos amis ont repris la route. Certains souhaitant sans doute rentrer chez eux avant le couvre-feu. Mais c'est demain soir le couvre-feu, c'est pas ce soir, hein, c'est demain soir. Ah, c'est ce soir minuit. Ah oui, donc je comprends mieux, effectivement. Et oui, c'est pas. Ah oui, et oui, donc c'est ça. Eh ben, bon, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Tout le monde va s'amuser à commenter tout ça. L'important, c'est qu'on se souvienne que la santé de tous est l'affaire de chacun. Voilà. Hein, on est tous concernés, de près ou de loin. Donc cet après-midi, je vais répéter cet après-midi jusqu'à ce que j'obtienne le silence. Donc cet après-midi de 14h30 à 15h30, on va voilà, travailler en mode un peu débattu autour des attentes des territoires, des institutions, autour d'un livre blanc sur la numérisation des patrimoines, patrimoines territoriaux, c'est le mot aussi important. Voilà, la question c'est numériser pour qui, pourquoi, comment, avec quels objectifs, dans le cadre de quelle stratégie, avec quelles obligations, avec quelles, je dirais, zones de risque identifiées. Le tout sera pendant l'année qui vient d'animer un travail qui sera conduit par des étudiants de l'IADT que vous avez rencontrés parce qu'ils ont été extrêmement actifs, qui vont effectivement construire ce travail sur la base de vos témoignages, de vos recommandations. On va mettre tout ça dans un shaker, le montrer à des experts qui vont nous aider à mettre un squelette dans tout ça, et pour en 2021 vous présenter quelque chose qui soit une sorte de guide pour l'action, parce que c'est ça qu'on recherche, hein. Vous aider à conduire des projets sur vos territoires. Voilà. Donc le streaming est parti effectivement depuis déjà 5 minutes. Donc bonjour à nos amis qui nous suivent en ligne, 200 hier, 50 ce matin. Et sans plus attendre, je vais demander à nos intervenants de cet après-midi de bien vouloir me rejoindre. Sous vos applaudissements, Marie-Agnès Petit et Marc Drouet. Par ici, par ici. Moi, je vous laisse ma place ici. Voilà, Marc, vous pouvez venir là. Parce que c'est pas moi qui vais animer cette dernière partie, c'est Serge Parianti, le CEO de Suneido, qui est l'agence partenaire avec mon territoire numérique d'Eritech, spécialiste en production de l'intelligence collective. Et pour le coup, on est clairement dans le sujet. Donc voilà, Serge, je te donne la main. Merci Sébastien. Il marchait jusqu'à ce que tu l'éteignes. C'est vrai, je l'ai éteint. C'est bon là? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc cette dernière heure, on va la passer ensemble sur un sujet extrêmement important pour Eritech, qui est le sujet du livre blanc, donc, dont on va donner le coup d'envoi précisément maintenant, donc avec nos chers invités. Leur éclairage va être précieux et vos interventions également. Donc vous êtes bien entendu invités non seulement à lever la main pour poser des questions, mais aussi pour faire force de proposition. Donc nous, chez Suneido, d'abord, on est évidemment fiers, heureux d'avoir participé aux côtés de Sébastien à la co-organisation de cette première d'Eritech. Alors, ce qu'il faut peut-être comprendre pour recadrer le contexte du livre blanc, c'est que Eritech, c'est pas juste un événement, c'est un véritable projet, un projet à part entière, à l'intérieur duquel on va fixer des grands objectifs qu'on va découper en étapes, qu'on va découper en outils, qu'on va essayer tous ensemble, ici présents, et bien au-delà, on l'espère, dans les mois qui viennent notamment. On va essayer de créer des choses en vue de s'orienter peut-être vers une filière, on l'a déjà dit, on a un petit peu parlé, donc une filière qui sera consacrée au développement de la numérisation des patrimoines. Donc derrière cet enjeu, il y a plein de considérations, on va en parler maintenant, considérations sur le plan touristique, culturel, économique, pour les régions, pour les départements. Donc voilà, on va peut-être commencer avec nos invités sur une question peut-être générale et revenir à Eritech ici en Haute-Loire. Quels sont les principaux enjeux qui se cachent derrière ce berceau d'Eritech en Haute-Loire?
déjà pour commencer. Quelle question! Je crois que depuis hier matin qu'on a entendu les interventions des uns et des autres, les témoignages, les expériences, les initiatives que nous avons pu d'ailleurs visiter dans les différents stands. Moi, je retiendrai deux grandes parties, peut-être. La première, c'est que, au-delà du constat que le numérique est devenu le fil d'Ariane de la culture et du tourisme, que le numérique permet la connaissance, que le numérique permet l'autonomie avec la personne qui est valorisée à travers le numérique, il n'empêche que je pense que nous avons quelques défis et quelques exigences qui s'imposent. La première de ces exigences, je dirais, c'est l'exigence de la qualité. La qualité du service apporté, la qualité du service rendu, avec un outil utile, avec un outil fiable, avec un outil facile à utiliser. Quand je dis ça, c'est qu'en même temps, cet outil doit nous permettre d'être cette aide à la décision, je pense, quelque part. D'ailleurs, on l'a bien entendu hier avec le témoignage de Cabourg, ils nous ont dit « le numérique nous a servi », je reprends leurs propos, à penser le parcours de visite. Je dirais aussi que cette numérisation, avec son intérêt bien sûr en termes de la gestion du patrimoine, elle doit servir à tous les intervenants. Je me rappelle d'ailleurs de hier matin l'intervention de cet archéologue qui nous disait « nous avons numérisé ». Et ça a servi aussi aux géomètres, aux autres corps intervenants, ce qui peut permettre d'ailleurs d'éviter d'avoir quelques mauvaises surprises quand on est en train de poser le projet et de le réaliser. Je dirais aussi que la qualité de ces outils, c'est de bien en mesurer et de bien se poser la question quant à leur évolutivité. Et demain, aujourd'hui et demain, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on en fait. Donc du coup, la problématique de la maintenance, voire même par la suite de l'utilisation de ces données. On se rappelle la question d'hier matin, gratuite ou pas gratuite ces données? On se les garde, on les donne, on les partage, elles sont payantes ou pas? Et donc du coup en même temps, la question du portage juridique de cette affaire-là. Je dirais ça, c'est le premier grand morceau de cette exigence de la qualité. Le deuxième grand morceau que j'ai pu noter, c'est, même trois, d'impliquer le visiteur. Moi qui suis plutôt en charge du tourisme dans ce département de la Haute-Loire, je le sais bien et nous le savons bien, c'est qu'aujourd'hui, les publics sont de plus en plus intéressés à participer à cette vie culturelle de l'institution, à cette vie de ce territoire. Donc, ils ne viennent pas forcément là pour consommer l'offre, mais ils viennent pour vivre cette expérience. En fait, c'est juste donner du sens à ce que vous allez pouvoir faire vivre à un citoyen. Donc, l'outil doit être au service de l'homme. Et nous l'avons bien entendu encore ce matin d'ailleurs. L'outil ne doit pas servir l'homme, ne doit pas la servir non plus. L'outil doit servir l'homme et ne doit pas la servir. Donc c'est une expérience personnalisée que l'on doit pouvoir proposer à la clientèle. Cette personnalisation, je trouve qu'on l'a bien eu en démonstration dans les différents stands. Je pense notamment à la grotte Chauvet, je ne sais pas s'ils sont encore là, où avec la narration, vous allez chercher la personne là, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, pour lui faire vivre cette histoire d'il y a 7000 ans. Ou encore, ça a été les sons dont nous a parlé Laurence hier après-midi. Le juste son, pas n'importe lequel. Et donc tout ça contribue à cette personnalisation pour aller chercher la personne et donc donner du sens à cette expérience. Impliquer le visiteur que sont les touristes, ok.
je suis persuadée qu'il faut aussi impliquer les locaux. D'ailleurs, le témoignage du directeur des parcs ce matin nous l'a très bien dit. Donc c'est aussi d'aller chercher les locaux et de les faire devenir aussi instigateurs des connaissances. Quand demain, cette clientèle touristique et les locaux seront chez nous dans le pavillon numérique et notamment dans le post-show qu'on appelle, le post-show qui va aller titiller leur curiosité pour les inciter à aller sur les territoires de la Haute-Loire. Ça sera donc ça aussi que de faire devenir chacun instigateur de connaissances pour lui permettre d'aller encore un peu plus loin. Et puis bien sûr, les locaux parce qu'il faut que l'on partage tous ensemble cette fierté, ces pépites, ces richesses de patrimoine bâti, culturel, industriel, j'y tiens vraiment, immatériel que nous avons dans nos territoires, pour en faire chacun d'entre nous ces fabuleux ambassadeurs, ces greeters qu'on appelle aujourd'hui, pour justement faire rayonner cette connaissance. Et d'ailleurs, nos collègues de Bourgogne-Franche-Comté nous l'ont parfaitement mis en écho hier matin dans leur exposé, sans oublier dans nos locaux tous nos jeunes publics. Le partage de la connaissance, c'est ça aussi. C'est d'aller la poser, la donner, la partager avec nos scolaires, avec nos collégiens, avec nos lycéens. D'abord parce que c'est ce public pour lequel nous avons les compétences, nous, dans un département, et aussi parce que demain, ce seront eux, les ambassadeurs, ce seront eux qui devront avoir le souci de la collecte de cette mémoire, de ce patrimoine, quel qu'il soit. Et dernier grand pôle, c'est, je suis intimement persuadée que pour faire partager cette connaissance, pour faire vivre ces expériences, c'est le faire ensemble. Permettre à tous les acteurs, parties prenantes, de se fédérer autour du projet. L'élu, l'historien, le religieux, le commerçant, le technicien tourisme, l'archéologue, le géomètre, bref. Il faut que tous ces acteurs parties prenantes montent en même temps dans le train. Quelque part, ça sera donc de la co-responsabilité du projet partagé. Concrètement, nous l'avons bien vu, nous, sur le site de la Chaise-Dieu. Dans un premier temps, il a fallu faire des travaux d'urgence parce que les pierres tombaient. Ensuite, ça a été la question de se poser, qu'est-ce qu'on y fait maintenant? Du coup, la population n'a pas été forcément associée au projet. Et il a fallu ramer quelques semaines, quelques mois, pour faire en sorte que l'on ait une belle cohérence et que l'on ait l'ensemble de la population qui adhère au projet. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle a bien compris de quoi il s'agissait, et notamment l'enjeu du développement sur ce site de la Chaise-Dieu. Donc je suis intimement persuadée que ce partage, c'est la clé de la réussite pour l'aménagement de nos territoires, pour la mise en valeur de nos patrimoines, quels qu'ils soient. D'autre part, nous pourrions dire que dans un secteur d'activité comme le tourisme, qui est de plus en plus concurrentiel, l'essor de l'activité touristique et de l'économie touristique passe forcément par un accroissement de la visibilité de la destination. D'ailleurs, ceux avec qui je travaille ici dans ce département m'entendent souvent dire « il faut que nous soyons visibles de la Lune ». Pour être visible de la Lune, eh bien, je pense qu'il faut avoir cette espèce de force collective qui fait que nous soyons ensemble pour travailler. Concrètement, pour nous, la Haute-Loire, c'est depuis quelques mois d'être en relation avec le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Allier pour demain proposer cette nouvelle destination, Auvergne, volcans et sources, fleuves sauvages, je ne sais pas, nous sommes en train d'écrire ce nom. En tout cas, donc voilà, une nouvelle destination, c'est aussi cette façon de travailler que nous avons dans le département avec ce que nous avons mis en place qui s'appelle le Conseil de destination touristique. Concrètement, j'ai autour de la table tous les territoires avec qui nous décidons d'un plan d'action touristique. Concrètement, nous avons décidé ensemble d'acheter Fluvision, je cherche les équipes d'Orange qui doivent être par là, et qui nous permettent d'avoir cet observatoire du tourisme, nous permettant de connaître un peu plus le comportement de cette clientèle, quand elle est chez nous, comment elle se déplace,
où est-ce qu'elle se déplace, etc., etc. C'est aussi mettre en réseau nos petites cités de caractère. Il y avait la directrice régionale ce matin qui est intervenue là-dessus. C'est pas la peine d'avoir des plus beaux villages de France, c'est pas la peine d'avoir des petites cités de caractère si elles sont toutes seules chez elles dans leur boîte de tupperware. À nous de les faire réseauter, voire même de les accompagner avec des supports numériques utiles, fiables, qui permettent effectivement de faire partager cette connaissance. La crise sanitaire passant par là nous a d'ailleurs bien indiqué que l'ensemble de ces prestataires touristiques économiques avaient compris cette force collective et notamment donc cet enjeu pour travailler ensemble. Ce travailler ensemble, je pourrais dire peut-être comme petite phrase de conclusion à cette première intervention, c'est peut-être passer de la coopération culturelle à la culture de la coopération, pour ensemble écrire une stratégie, donc un plan d'action, dans lequel forcément nous allons avoir besoin de ces outils, de ces supports numériques. Ce n'est pas le numérique qui est en numéro un. Le numérique, c'est l'outil qui nous permettra à nous, élus, acteurs des territoires, acteurs du patrimoine, que de décider ensemble de cette stratégie. Merci Marie-Agnès Petit pour ces différents points d'ancrage qui vont être forcément extrêmement utiles à la réalisation de notre livre blanc. Marc Drouet, pour la DRAC, il doit y avoir une vision un petit peu générale de cet enjeu formidable dans les territoires qui concerne la numérisation des patrimoines. À quoi ça va servir tout ça à ce niveau-là, à votre niveau à vous? Oui, alors, beaucoup de choses, effectivement. Pour parler d'Héritech et de ses objectifs, je dirais que le premier objectif, de mon point de vue, il est atteint. Alors, il est atteint, pourquoi? Moi, j'ai vraiment eu le plaisir de participer à ces 2 journées. J'ai entendu vraiment des interventions passionnantes. J'ai reçu beaucoup d'informations, j'ai pris des notes. Et puis, je crois que le plus important aussi dans ces moments-là, et ça, c'est aussi réussi, ce sont les échanges informels que l'on a entre les interventions au moment des repas, au moment des visites, qui permettent également de compléter, de nouer des relations forcément utiles. Donc, de ce point de vue, moi, je trouve que le premier objectif d'Héritech est pleinement atteint. Ensuite, en tant que directeur régional des affaires culturelles, j'étais ravi. J'ai entendu parler de numérique, beaucoup, mais j'ai aussi entendu parler de culture et même d'histoire de l'humanité. Je ne m'y attendais pas forcément, mais on a souvent parlé de préhistoire. Et évidemment, l'ancien sous-directeur de l'archéologie y était très sensible. Mais je pense que tout ça a du sens. En écoutant toutes ces interventions, en les remettant en contexte, je trouve que tout ça a beaucoup de sens pour Héritech. Parce que c'est la réflexion que je me faisais encore avec les échanges de ce matin. L'histoire de l'humanité, qu'est-ce que c'est? Au fond, ces 2 mots, c'est le geste et la parole. C'est pas de moi, c'est d'André Leroy-Gourand, mais c'est le geste et la parole. Le geste pour façonner la nature et ne plus la subir, puis la parole pour transmettre le geste. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité. On résume en 2 mots 2 millions d'années, un petit peu plus, d'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que c'est le geste? Qu'est-ce que c'est la parole? Ce sont des informations. C'est le partage des informations. C'est ça le fond de notre humanité. Et je crois que c'est bien ça qui est apparu aussi de manière subliminale à travers tous ces échanges. Alors le sens de cette histoire, on le sait, on le connaît, on le mesure au quotidien, c'est la complexité. Plus il y a d'informations, et plus c'est compliqué de traiter ces informations et de transformer ces informations en savoir. Parce que l'information n'est pas le savoir. Et aujourd'hui, quand on parle d'Internet ou des réseaux sociaux, on voit bien ce à quoi je veux faire allusion. Donc cette question de l'information, de l'échange de l'information, évidemment, elle est au cœur de la problématique. Elle est ce qui fonde la culture. La culture, c'est par le partage de l'information qu'elle peut exister. Alors cette complexité, elle nous a amenés, nous humains, à nous dire qu'on pourrait avoir, c'était un vieux mot, hein, moi je l'ai connu quand j'étais jeune, le traitement automatisé de l'information. Avant qu'on parle d'informatique, avant qu'on parle de numérique, on parlait du traitement automatisé
de l'information. C'est vraiment de ça dont il est question. Alors je le dis en souriant, mais je le dis quand même. Le premier à avoir fait du traitement automatisé de l'information, il était de Clermont-Ferrand et il s'appelait Blaise Pascal. Et il a inventé la pascaline. Et l'histoire du traitement automatisé de l'information, de Blaise Pascal jusqu'au dernier développement de l'Internet, c'est ça. Donc, à travers ces échanges, ce qui est apparu, et ça a encore été dit, et je suis entièrement d'accord, c'est que l'humain doit rester au centre. Parce que ce partage d'informations, c'est l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'un objet, sans doute un objet remarquable, mais on en revient toujours au même. Il faut maîtriser cet objet. Alors, j'ai entendu ce matin, je ne sais pas si on est devenu des homo numericus. Ça, je ne sais pas. D'autres disaient qu'on était devenus des homo festivus. Bon, ça, je ne sais pas, je laisse les spécialistes en parler. Moi, je pense fondamentalement qu'on est toujours des homo sapiens et que, de toute façon, cette histoire du numérique qui a 70 ans ne peut pas encore avoir modifié notre cerveau, même si, en revanche, on est bien d'accord, ça a modifié nos comportements. Mais les évolutions, elles se font, heureusement, sans doute, sur de plus longues périodes. Ce qui est important, ça, je crois que c'est ce qui est sorti des débats, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on doit maîtriser l'expression de besoin. S'il y a bien eu une rupture avec la révolution industrielle, c'est que Homo faber, celui qui fabrique son objet ou qui le fait fabriquer par quelqu'un pour l'utiliser, il a disparu. On est arrivé dans une production de masse où les objets nous sont réalisés et pour servir des besoins qui ne sont pas forcément nos besoins, mais qui nous sont présentés comme étant des désirs. Et avec le numérique, on est en plein dedans. On ne maîtrise plus. Quand on va voir un vendeur d'ordinateur ou de smartphone, en général, c'est pas lui qui a fabriqué l'objet. Et en général, il n'est pas plus habile que nous dans la maîtrise de l'objet, mais lui, il a quelques recettes de marketing pour nous aider à prendre notre décision. Mais donc là, l'enjeu du numérique, et par rapport à ces problématiques culturelles, c'est bien de garder la maîtrise sur l'expression de besoin. Et c'est là où j'en viens au deuxième objectif d'Héritek. Eh bien, il va falloir structurer déjà toutes ces informations que nous avons partagées, et ensuite faire en sorte que les uns et les autres, on apprenne, chacun dans notre rôle, eh bien, soit à exprimer notre besoin de manière très claire, et ça c'est un vrai enjeu. On peut être aidé pour ça, mais il faut malgré tout faire l'effort de savoir ce dont on a vraiment besoin, et puis travailler avec ceux qui proposent des offres pour que leur offre soit adaptée à nos besoins, et qu'on sorte de ces présentations quelquefois superbes qui nous laissent des étoiles dans les yeux quand on les a vues, mais qui ne correspondent pas, comme on l'a dit ce matin, forcément à ce qui était le besoin de la collectivité ou du site. Donc pour moi, c'est vraiment tout l'enjeu maintenant à venir d'Héritek, on va pouvoir en parler plus dans le détail, c'est de faire en sorte qu'on retrouve ce dialogue, qu'on poursuive cet échange d'informations, qu'on retrouve ce dialogue pour avoir vraiment des solutions adaptées à nos besoins. Merci. Alors, ce dialogue, on va le construire, bien entendu, de manière très dense au niveau de la réalisation du livre blanc. L'un des objectifs, évidemment, c'est d'en faire un outil pratique qui va servir aux différentes parties prenantes. À l'intérieur de ce livre blanc, on va aussi, donc avec l'IADT, essayer de faire émerger des retours d'expérience et des bonnes pratiques. Alors, je me tourne vers vous à nouveau, Marie-Agnès Petit. Ces bonnes pratiques, pour vous, elles doivent s'adresser à qui ? Comment est-ce qu'elles doivent être utilisées pour arriver finalement à des objectifs aussi grands que ceux des créations de filières et de l'animation de ces filières? Je pense qu'il faudrait d'abord se poser la question, ces bonnes pratiques, on va les destiner à qui et pour qui? Et donc forcément, avant d'en arriver là, il faudra bien se dire, mais le projet que nous avons et que nous voulons mettre en place, donc à qui il s'adresse? C'est juste un peu de stratégie de marketing, forcément. Même si à la base, vous partez sur un projet qui met en valeur le patrimoine bâti, naturel, peu importe. En même temps, c'est bien à chaque fois cette question qu'on se pose.
hein. Nous voulons faire, tiens, GeoTrek, là, qu'on vient de lancer sur le département de la Haute-Loire, qui permet de retrouver sur votre smartphone les 365, c'est à retenir, hein, PR, petits sentiers de randonnée que nous avons dans ce département de la Haute-Loire. Pourquoi nous voulons faire ça? À qui ça va servir? Donc forcément, cette question des pratiques, elle va évitablement se poser la question, pour qui nous voulons travailler? Et selon que vous allez avoir des jeunes, des moins jeunes, des professionnels ou tout autre public, on ne va pas avoir le même besoin d'outils. Donc, ça nous fait revenir à cette stratégie à construire ensemble pour savoir le sens que l'on veut donner, vers qui on va. La scénographie de la chaise-dieu, qui permet aujourd'hui, avec un support numérique relativement innovant, de comprendre cette danse macabre, nous avions bien convenu collectivement ensemble qu'il fallait que aussi bien la fille de 12 ans, parce que c'est elle qui guide ses parents, et les parents puissent comprendre cette danse macabre. Donc, quel outil on va chercher et quelle pratique on met en place, tout en entendant bien ce que nous avons d'ailleurs entendu pendant ces 2 jours. Attention à ce que l'outil et la pratique ne soient pas l'écran trop important entre l'homme, on y revient, et l'éblouissance qu'on pourrait avoir en face de nous. Donc, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Merci. Et vous, Marc Drouet, comment est-ce que vous voyez la manière dont les différentes parties prenantes dans les territoires pourraient s'emparer de bonnes pratiques et de retours d'expérience, justement dans le sens de l'évolution et de la constitution des filières? Bien. Je pense qu'il faut s'appuyer justement sur l'expérience d'Héritek, partir de cette proposition qui nous est faite, et puis avec un petit peu de méthode, déjà dans un premier temps, dresser l'inventaire de ce qui existe, pour déjà bien connaître le paysage, savoir qui sont tous les différents acteurs qu'on a entendus, qui étaient représentés lors de ces 2 journées, mais là, dresser vraiment un panorama complet, et puis, une fois qu'on aura ce panorama, se poser les questions avec eux, dans l'idée d'une filière. Donc, filière, c'est évidemment la formation initiale, c'est l'insertion professionnelle, c'est l'accompagnement des premières entreprises, les startups, c'est après, pour ces startups, l'accompagnement vers l'émergence en tant que TPE, par exemple. C'est également, comme ça nous a été dit, l'export, c'est aider et accompagner. Tout ça, ça mobilise un ensemble de compétences, et ces compétences, elles sont partagées parce que c'est un projet culturel d'ailleurs. La compétence culture, c'est une compétence partagée. Personne ne détient de monopole sur ce sujet, et ça doit se faire entre l'État, les collectivités territoriales et les acteurs privés. Parce que ça a été dit également, et puis on l'a bien mesuré durant ces 2 journées, si on ne l'avait pas déjà comme une évidence, c'est avant tout un secteur économique. Et c'est important qu'aujourd'hui, des régions comme Auvergne-Rhône-Alpes, sur la base de cette initiative ici au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, puissent faire en sorte qu'on sorte de cette situation quand même qui n'est pas satisfaisante, dans laquelle la France dispose d'un savoir-faire remarquable, ça a été dit ce matin, identifié à l'international, sauf que la valeur ajoutée, parler en termes économiques, elle ne se fait pas ici, elle se fait à l'étranger. Bon, il y a un moment où on pourrait se dire qu'il ne serait pas anormal que tous les efforts qui ont été faits pour financer la formation initiale, pour financer l'insertion professionnelle, pour financer l'émergence des entreprises, à un moment ou un autre, ça revienne également à ceux qui ont contribué à son financement. Donc voilà, c'est un peu ces enjeux. Et dans cet état d'esprit, je pense qu'on doit entreprendre ces travaux. Alors on peut peut-être à ce stade faire participer un petit peu la salle. Et déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être dit par nos 2 grands témoins? Ça nous permet de faire une petite pause. Question ou prise de position? Un peu les deux, mais surtout la question. Bonjour, je me présente peut-être.
Laurent Bernard, donc maire de Vals-près-le-Puy. En fait, il y a une question, notamment en termes d'élus. Vous parlez de qualité de service et d'utilisation. On est d'accord que le numérique passe avant tout et surtout par la connectivité, c'est-à-dire la puissance qu'on peut avoir sur les réseaux nationaux, voire internationaux, en particulier Internet. C'est une des grosses préoccupations de la Haute-Loire, non seulement en termes d'itinérance, mais en termes de fixation. On parlait des locaux, et notamment en termes de rapidité et d'accessibilité à ces réseaux-là. On est bien d'accord qu'actuellement, le réseau qui est déployé avec la fibre optique n'est pas opérationnel sur la majorité du territoire. Il pose d'énormes problèmes de satisfaction auprès des administrés dont on a les retours. Au terme des usagers, tous les opérateurs ne sont pas accessibles avec la fibre optique. Et on est bien d'accord aussi que la 4G et la 5G sont aussi des problématiques, au-delà de problèmes sanitaires, mais de fiabilité. Et quelle perspective concrète, réelle, on peut avoir rapidement et répondre à ces attentes-là qui, malgré tout, sont au cœur du débat du numérique. On fait du numérique pour partager, pour avoir de la qualité. Et ça, c'est un des premiers points, une première pierre d'achoppement. Marie-Agnès Petit, vous voulez peut-être répondre et peut-être tenter de le faire aussi à la lueur de ce que devrait faire émerger le livre blanc, d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas, on peut se poser la question par rapport à ça. On a abordé tous ensemble hier matin, effectivement, l'enjeu du numérique. Et rappelez-vous, ces 3 ambitions dont je vous ai parlé hier matin au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec premièrement, effectivement, une région 100% connectée, une région créatrice d'emplois et une région au service d'eux, notamment pour les citoyens. Effectivement, oui, Laurent, tu as raison. C'est d'abord, effectivement, un tant soit peu de connectivité, de connexion, de très haut débit, de réseau, appelons-le comme on veut. Il n'empêche qu'aujourd'hui, tout le monde est bien conscient de cet enjeu-là. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'ancienne région Auvergne, présidée à l'époque par René Souchon, et les 4 présidents des départements d'Auvergne ont eu cette initiative géniale de se mettre autour de la table et de se dire « nous ne pouvons pas accepter une fracture territoriale numérique au moment où Orange, petite salutation à tous nos collègues d'Orange, sont en train d'investir là où il y a du business à se faire. Il faut appeler un chat un chat. » Et ils ont été investir effectivement sur l'agglo du Puy. Donc, les autres territoires, quid. Donc, cette initiative collective qui fait que ces 4 départements et la région mettent ensemble le plan du très haut débit d'1,2 milliard d'euros, comme je vous le disais hier matin, financé principalement par la région, les 4 départements. Pour la Haute-Loire, c'est juste 76 millions d'euros que nous avons déjà voté et payé pour la Haute-Loire. Et qui fait qu'on doit avoir la fibre sur 70% du territoire avec un plan qui doit se terminer en 2025. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'aujourd'hui, Laurent Wauquiez, a souhaité qu'on aille jusqu'à 90% du territoire en fibre optique et qu'il puisse se finir en 2022. Vous allez me dire, ouais, mais les 10% restants, qu'est-ce qu'on en fait? On ne les oublie pas. Nous allons quand même pouvoir leur proposer du très haut débit avec ce qu'on appelle un mix technologique qui est soit de la 4G, et ça y est, elle est là, soit de la montée en ADSL, hein, on booste un peu dans les armoires qui existent déjà, soit non pas du Wi-Fi Max comme nous l'avons testé, mais maintenant du satellite et des grappes de satellites. La nouvelle génération, là, celle que vous voyez là-haut en petit cheminement dans le ciel hein, qui brille. Hein. Et à partir du 1er janvier 2021, d'ailleurs, la région et le département financeront pour le citoyen qui le veut l'installation de la parabole et l'achat de la parabole. Restera au client juste à payer son abonnement. Donc voilà aujourd'hui ce sur quoi on est parti, qui devrait permettre demain à tout un chacun d'avoir ce très haut débit. Nous n'en sommes pas encore à la 5G dans ce département, nous en sommes surtout déjà de regarder d'avoir la 4G qui serve aussi bien au téléphone mobile qu'au très haut débit. Et à ce sujet-là d'ailleurs, vous avez tous entendu l'État qui a lancé le New Deal. Concrètement, il oblige chaque opérateur à aller investir sur ses fonds propres pour aller voir où c'est qu'il y a des zones blanches ou grises.
Parallèlement à ça, chez nous, la région et le département de la Haute-Loire se sont mis ensemble pour financer et pour aller chercher via les territoires, là où il y avait encore quelques zones blanches, quelques zones grises et surtout quelques zones à vocation économique et touristique qui étaient privées de tout ça. Concrètement, demain sur la Haute-Loire, c'est 57 pylônes de téléphonie mobile que nous allons installer. Ça y est, il y en a qui sont déjà installés. 2 ou 3 communes qui ne les veulent pas. Ben, elles ne les auront pas. Elles n'auront pas de téléphone portable, elles n'auront pas d'Internet. Hop, un chat, il faut savoir ce qu'on veut. Mais voilà, aujourd'hui, alors c'est vrai que sur l'agglo, Laurent, oui, c'est Orange qui intervient sur ses fonds propres. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui le disaient hier matin, le rural est presque un peu plus en avance en termes de développement de très haut débit que sur certains pôles urbains. En tout cas, nous, je pense que c'est une chance que nous avons eue que de prendre cette force collective pour mettre en place ce très haut débit avec ce premier RIP, réseau d'initiatives publiques au niveau rural, première en France, donc avec un PPP, et qui aujourd'hui et demain va nous donner certainement satisfaction avec la réflexion du moment qui est de se dire combien nous faudrait-il de millions d'euros supplémentaires pour aller à du 100% fibre. Et quand vous connaissez la topographie de la Haute-Loire, du Cantal et même d'ailleurs, ça va certainement nous faire quelques millions d'euros à trouver en plus. Sur l'agglo, notamment, tout le monde n'a pas la fibre et c'est ce qui pose vraiment problème actuellement parce qu'on habite en agglo et on n'a toujours pas la fibre. C'est mon cas personnel. Il faut bien partir d'un constat, c'est que le très haut débit, ce n'est pas que la fibre. On peut avoir du très haut débit et du 30 mégas demain avec du satellite. Les satellites nouvelle génération, je ne vous dirai pas les noms parce que techniquement je ne les ai pas en tête, mais vous allez avoir du 30 mégas, voire en 2025, parce qu'ils sont en train de préparer des outils pour 2025, où l'on va être à du 100 mégas. Donc on aura du très haut débit. Et ce n'est pas obligatoirement que la fibre. La fibre est un outil. Mais peut-être juste un point intermédiaire sur cette question qui est importante, mais dans le livre blanc, ce sera la question de quel degré de connectivité on a besoin, quel est le minimum de connectivité dont on a besoin pour monter un projet de numérisation patrimoniale. Ça, c'est une question qu'il faudra qu'on intègre, parce qu'effectivement, il y a des solutions qui marchent en local aussi. Ensuite, il y a ce débat, mais il faut savoir qu'on pose aujourd'hui 20 000 prises fibre optique par jour ouvré en France, et que d'ici 3 ans, on sera connecté d'Europe. Merci Sébastien. D'autres questions ? Pas d'autres questions à ce stade? Si, Sébastien, à droite. Sébastien, donc vers le patrimoine. Juste une question, c'est sur l'humain, justement. L'humain, il y en a à différents niveaux. Il y a du fonctionnement par rapport au numérique, tu vois, par rapport aux maisons du tourisme avec lesquelles j'ai pu travailler. Ne serait-ce qu'avoir une banque de photos, ça peut être compliqué. C'est-à-dire avoir une banque de photos sur les différents patrimoines, les différents savoirs qu'il peut y avoir sur un territoire, et ben récupérer la data pour pouvoir la mettre en œuvre et la promouvoir, c'est déjà compliqué à certains niveaux. Autre chose, lorsqu'on regarde les objets d'art, l'association Objets d'art qui a fait un énorme audit sur les artisans l'année dernière, il disait qu'on avait à peu près 40% des artisans d'art qui n'ont pas fait leur révolution numérique. Ça aussi, sur notre territoire, c'est une réalité. Il va falloir dépasser cette révolution numérique et aller très vite de ce côté-là. Et là, j'ai peur, c'est surtout d'opposer, excusez-moi du terme, mais le mot start-up qui est souvent un peu à la mode, et des personnes qui n'ont pas été dans ce rivage, qui n'ont pas été dans ce sillon, et qui risquent de se faire mettre sur le côté, alors qu'il faut faire vraiment attention à ces patrimoines vivants qu'il peut y avoir sur le territoire, qui sont des fois les derniers dépositaires d'un savoir, d'un patrimoine. Et voilà, je tiens juste votre attention là-dessus. Et... Nouvelle piste pour le livre blanc, effectivement, ne pas oublier de capitaliser sur je dirais le capital humain qu'il y a sur les territoires et tous ces gens qui savent tout un tas de choses et qui habitent vraiment le territoire. Marc Drouet, vous voulez répondre ? Juste un mot pour dire que je partage complètement l'interrogation et le constat. Et comme je le disais d'ailleurs ce midi quand on en parlait avec le président Marcon, le numérique, c'est une affaire de spécialistes, mais ça ne doit pas être uniquement une affaire de spécialistes. Il faut que chacun puisse trouver sa place pour exprimer son point de vue avec ses mots et que ensuite les spécialistes du numérique, comme ils savent le faire, adaptent, comme je le disais, la réponse aux besoins. Donc ça, c'est vraiment, pour le dire pour Eritech et par rapport aux travaux à venir, oui, d'abord dresser l'inventaire de l'existant et ensuite exprimer notre besoin.
Donc ça pose probablement aussi la question de la diffusion de ce livre blanc et des pratiques et des informations qui y seront contenues, à qui ça s'adresse. C'est une question qu'on posait un petit peu tout à l'heure. Marc Drouet, hier, vous êtes intervenu sur un sujet extrêmement important qui est le rayonnement de la France en termes de savoir-faire sur la numérisation des patrimoines. À un moment donné, on parlait de ce savoir-faire français qui pourrait éventuellement s'exporter, notamment face à quelques puissances étrangères qui sont déjà bien avancées sur le sujet. Est-ce que vous pourriez préciser de quelle manière, quel type de stratégie, quel type d'outils on pourrait mettre en œuvre et comment pour assurer cette montée en compétences sur nos territoires, pour pouvoir, au-delà de la valorisation des patrimoines territoriaux, valoriser aussi un certain savoir-faire? Alors, on évoquait l'export, et ça, ce matin, l'Institut français a bien posé les termes. Moi, je parlais plus particulièrement également de la data. On a parlé des données ce matin, ce que disait Orange. On produit tous des données et de plus en plus. Et effectivement, c'est par rapport à l'exploitation de ces données, il y a un pari à faire. C'est celui de la mise à disposition des data. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué parce que derrière il y a des sujets financiers, il y a des sujets de droit d'auteur incontestablement, mais comme je le disais tout à l'heure, on est débordé par la complexité de toute façon et par l'ampleur de la production de data. Donc aujourd'hui, ça dépasse le cerveau humain, ça c'est incontestable. On a besoin d'intelligence artificielle pour faire ce traitement. Des intelligences artificielles, je me répète, dont on a bien entendu paramétré très clairement la manière de fonctionner et dont on garde le contrôle et l'expression du besoin. Mais en revanche, on a un pari à faire par rapport à cette exploitation du data. Et c'est vrai que la France est très bien placée sur l'ouverture de ces données donc en open source, puisque nous sommes le deuxième pays, pardon. Le premier, c'est la Corée du Sud, le deuxième, c'est la France, et le troisième, c'est l'Irlande. Et je pense qu'effectivement, cette manière de mettre à disposition ces données permettent à tout un tas de spécialistes de l'intelligence artificielle, du traitement de la data, de pouvoir réfléchir et proposer des nouvelles solutions qui indirectement reviendront après nous rendre service. Donc, il faut se poser cette question. Est-ce qu'il y a vraiment des secrets qu'on peut garder sur Internet d'ailleurs? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre à disposition les données de manière officielle, comme le prévoit notre droit, et sans arrière-pensée, plutôt que d'essayer de les protéger et de les mettre à la seule disposition des hackers qui réussiront, parce qu'ils y arrivent toujours, à casser telle ou telle protection. Donc oui, il y a un enjeu, il y a beaucoup de savoir-faire, une fois encore en France, et il faut le valoriser. Merci. On a quelques portes d'entrée là pour commencer à travailler sur le livre blanc. Donc on vous rappelle qu'on a un partenaire important dans la réalisation de ce projet, c'est l'Institut d'Auvergne de développement des territoires, qui est dirigé par Laurent Riotor, qui est donc partenaire officiel de cette initiative. Et Monsieur Riotor nous a fait la joie d'enregistrer un petit message que Sébastien va nous lancer. Bonjour à toutes et à tous, et désolé de ne pas pouvoir participer en direct et sur place à cette conférence. En fait, je suis pris aussi par un autre colloque sur les territoires apprenants, et on verra que peut-être cette question des territoires apprenants a des liens avec le sujet de la valorisation du patrimoine et cette conférence Héritech. Voilà, je voudrais juste vous dire quelques mots, vous dire donc, comme directeur de l'IADT, nous sommes très heureux de participer à ce projet dans les mois qui viennent. Alors l'IADT, c'est quoi? Finalement, c'est aussi un projet assez original de regrouper dans un espace commun à la fois des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et notamment l'Université Clermont-Auvergne, l'école d'ingénieurs, l'État Grossup, et puis des collectivités territoriales, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Et ce collectif finalement
d'établissements d'enseignement supérieur et de collectivités territoriales, il se réunit, on peut dire, pour deux objectifs. D'une part, contribuer à la formation d'étudiants qui se destinent au métier de l'aménagement et du développement des territoires, et d'autre part, travailler en commun dans une sorte de creuset, d'incubateur, travailler en commun avec les territoires, les collectivités territoriales, pour réfléchir finalement à des projets de recherche-action, formation, pour travailler aussi à des expertises, bref, vraiment pour être dans une dynamique très collective. Et donc ce projet Heritech et le travail que nous allons réaliser avec les étudiants s'inscrit pleinement dans les objectifs de l'IADT. Et donc ce projet Heritech ne pouvait que nous intéresser et on est vraiment très heureux d'apporter une contribution. Alors, ce travail donc qui va s'opérer dans les mois qui viennent, dans les 6 mois qui viennent, il s'agit donc de recueillir des témoignages, de réaliser finalement des monographies d'expériences réussies, de valorisation du patrimoine et dans la numérisation des patrimoines. C'est l'idée finalement à la fois de partir de toutes ces expériences et puis de monter un peu en généralité, de rechercher finalement à la fois quels sont les leviers communs à toutes ces expériences, quelles sont peut-être aussi les contraintes que rencontrent les porteurs de ces projets de valorisation numérique du patrimoine, et pour à la fin, avec l'ensemble des contributeurs au livre blanc Heritech, proposer des pistes d'action et d'amélioration. Voilà, et donc je voudrais juste faire part de 2 réflexions comme ça au départ de ce projet. Une première réflexion finalement sur évidemment l'importance des ressources patrimoniales pour le développement des territoires, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient périurbains, qu'ils soient des patrimoines de villes moyennes, de villes intermédiaires, ou qu'ils soient évidemment le patrimoine de villes plus importantes. Ce patrimoine constitue une véritable ressource pour les territoires. Je crois que tout le monde en est vraiment conscient. Mais la valorisation de cette ressource patrimoniale, comme toute ressource d'un territoire, elle repose à la fois sur l'identification de la ressource patrimoniale, le repérage de ces ressources. Ensuite, dans un deuxième temps, elle passe par la valorisation de ces ressources. Et s'agissant du patrimoine, c'est souvent à la fois la valorisation et la conservation, la préservation de ces ressources patrimoniales. Et puis parfois, dans un troisième temps, après l'identification et la valorisation-préservation, on peut passer peut-être à la spécification de la ressource. En quoi cette ressource, elle est spécifique au territoire, à la ville concernée. Et donc, cette spécification renvoie finalement à l'idée de la différenciation des territoires, dont on sait aujourd'hui que cette différenciation, c'est vraiment un levier pour leur développement. Et surtout, si on parvient à associer l'ensemble des ressources entre elles. Et je pense que justement, le numérique est un outil formidable pour associer l'ensemble des ressources, qu'elles soient donc patrimoniales dans leur diversité, mais qu'elles relèvent aussi des savoir-faire, des produits, de toutes les capacités finalement que les territoires ont de valoriser leur ensemble de leurs ressources humaines, parfois aussi culturelles de leur territoire. Et donc cette idée que en théorie, on appelle le panier de ressources, le panier de biens et de services de ressources, voilà, est une idée centrale dans le développement des territoires. Et donc, qu'il s'agisse d'identification, qu'il s'agisse de valorisation, de préservation, voire de spécification, de différenciation des ressources, il me semble que le numérique est vraiment un outil exceptionnel pour agir sur ces 3 dimensions. Et donc, agir pour à la fois la valorisation du patrimoine pour les territoires et aussi pour leur préservation. Deuxième réflexion par rapport à ce projet. L'idée est bien de rassembler ces expériences, évidemment, pour en faire un levier, je dirais en quelque sorte une nouvelle ressource pour les élus, pour les techniciens des territoires.
Mais peut-être une petite nuance par rapport à une formule qu'on utilise beaucoup, c'est pas seulement pour décréter qu'il y aurait des bonnes pratiques et des mauvaises à la limite qui seraient présentes dans les territoires, mais plutôt pour réfléchir finalement à ces pratiques, pour les réunir dans une forme finalement de base de connaissances. Je préfère plutôt l'idée de base de connaissances que l'idée de bonnes pratiques qui serait à reproduire partout, etc. Une base de connaissances, finalement, c'est des ressources que les territoires, que les élus des territoires, que les techniciens des territoires peuvent mobiliser, évidemment, mais en les adaptant aux spécificités de chaque territoire. Il n'y aurait rien de pire que de décréter des bonnes pratiques qu'il faudrait dupliquer dans tous les territoires. Donc, les adapter finement à chaque territoire. Et cette base de connaissances, elle est importante et on est heureux d'y contribuer pour à la fin, finalement, valoriser dans chaque territoire l'ensemble de ces ressources numériques et patrimoniales, hein, et pour constituer en quelque sorte cette valeur ajoutée territoriale que tous les territoires recherchent. Et donc, merci de participer, de nous permettre de participer avec les étudiants que vous allez bientôt rencontrer, de participer à ce projet extrêmement intéressant. Je vous remercie. Nous aussi, Laurent, on te remercie. Alors, les étudiants, on va les rencontrer tout de suite. Hein, on va les rencontrer tout de suite. Alors, je tiens à préciser que Marc Drouet et Laurent Riotor ne s'étaient pas parlé avant, mais on voit qu'il y a une vraie convergence dans la manière de définir, la manière d'entrer dans le livre blanc. Comme quoi, j'ai envie de dire, on doit être sur la bonne piste. Donc, je vais demander, sous vos applaudissements, à l'ensemble des étudiants de l'IADT qui sont indiqués ici, de bien vouloir nous rejoindre. Mettez-vous devant, parce que c'est quand même beaucoup mieux que les manches debout, même s'ils sont ravissants. Alors, je vais vous demander un hochement de tête simplement pour qu'ils identifient vos visages et puis en enlevant le masque, parce qu'on ne le portera pas toujours, je pense. Donc, Léa Curvert. Voilà. Souvenez-vous de ce visage, vous le reverrez. Dylan Gann. Merci. Sarah Radia Achichi. Merci. Guillaume Lehu. Merci beaucoup. Et Benjamin Van Heers. Voilà. Donc, ce sont les étudiants qui vont... Et Annie. Ben oui. Annie... Oui, mais c'est parce que je ne sais pas prononcer le nom, alors c'est pour ça que je me suis planqué. Annie Villessac. Pardon, Annie. En fait, je ne la voyais pas. C'est Guillaume et Benjamin, en plus, qui me cachent tout le monde. Donc, on s'est rencontrés avec les étudiants... Pardon, Annie, encore. On s'est rencontrés avec les étudiants il y a quelques semaines. Je leur ai raconté effectivement cette aventure. Ils ont eu la gentillesse de s'y intéresser. Et puis, je crois qu'à la fin de ces 2 jours, ils auront peut-être pris une petite piquousse de passion. Parce que le choix qu'on a fait avec Serge Parianti et Suneido, c'est de prendre la question des patrimoines et de la numérisation des patrimoines sous l'angle des territoires. On aurait pu aller voir un cabinet spécialisé, on y a pensé d'ailleurs, en tourisme ou en patrimoine. Puis peut-être qu'un formidable cabinet parisien nous aurait sorti de son étagère le guide des bonnes pratiques qui fait que voilà. Et ça nous aurait coûté un bras au passage. Mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est dit, faisons-le dans l'autre sens, comme l'a très bien expliqué Laurent Riotor. C'est allons sur les territoires, allons voir. Donc ils vont téléphoner, ils vont se déplacer, ils vont aller voir ces expériences-là, et ils vont aller à la rencontre des territoires et ils vont essayer de comprendre d'où est venue l'idée, comment ça a été mis en œuvre, combien ça a coûté, et quelles sont les retombées objectives et la durabilité de ces projets-là. Donc on s'est dit, tiens, pour que ça soit utile pour les élus, il faut que ça soit simple et opérationnel. Et donc ce sera un catalogue qu'ensuite on soumettra au regard des experts qui ont traversé Heritech pendant 2 jours, de manière à ce que ça soit utilisable. On ait détecté effectivement des pratiques où on se dit, ben voilà, ça coche toutes les cases, et on va pouvoir avancer de manière à ne rien oublier. L'idée, c'est pas de répliquer des bonnes pratiques les unes sur les autres, parce que ça n'existe pas, chaque territoire étant différent, mais d'avoir des points de vigilance sur peut-être des trucs à pas oublier. Voilà. Donc, vous allez les revoir. Alors, ils ont mis en place spontanément, parce que ils sont jeunes, donc ils sont modernes. Alors, moi, j'y ai pas pensé. Ils ont mis en place une adresse immédiatement de mail que je vous invite à noter.
hein, qui est livreblanc.eritech, c'est tout en minuscule, hein, mais d'accord, ok, je recommence. C'est les joies du direct. livreblanc.eritech@gmail.com. Donc voilà, vous leur écrivez, vous avez envie de leur dire, ben tiens, moi je pense que ça c'est important. Dans un projet de valorisation et de numérisation patrimoniale, ça c'est important. C'est point ou tiré. Mettez-vous. Et pour l'instant, moi j'ai envoyé un test et j'ai pas reçu de contradiction. Mais donc, voilà, c'est un petit peu notre boîte à idées. Hein. C'est-à-dire, vous avez tout le monde, les patrimoines et les territoires, ils appartiennent à tout le monde. Donc, tout le monde a son mot à dire. Donc, vous balancez, je dis pas on fera le tri, je dis on prendra en compte, on absorbera et ça rentrera dans le débat. Tout le monde a quelque chose à dire, pas d'autocensure. La ruralité a une petite spécialité dans l'autocensure. Donc, surtout, ne tombez pas dans ce biais-là. Et j'ai envie de dire que voilà, le travail commence avec eux. Donc, merci beaucoup. Il y a du pain sur la planche et je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Voilà, je voudrais aussi, dans le cadre de ces applaudissements, remercier Marc Drouet, notre nouveau DRAC. Je crois qu'on a beaucoup de chance. Remercier... Remercier Serge Parianti et son équipe Suneido pour le soutien qu'ils nous ont apporté. C'est naturel. Je précise qu'on a un grand absent qui s'appelle Éric Pacheco, qui a énormément travaillé avec Sébastien sur la préparation de ce premier Eritech. Il sera avec nous à la prochaine, mais il doit être en ligne, là, on le salue. Voilà, il a eu un accident de terre, il a eu un accident de scooter dans Paris, donc voilà, il faudra un jour qu'il pense à déménager parce que c'est trop dangereux. Qu'il vienne en Haute-Loire. Et donc, juste avant de donner le mot de la fin et la conclusion à Marianne Espetti, que je remercie personnellement de son engagement dans l'ensemble de cette démarche, merci encore. Je voulais aussi remercier les équipes du département, Georges Mauguin en tête, Isabelle Schmitt, Valérie Philippon, j'en oublie, Jean-Mimi en régie, et puis mon équipe, Chantal Desfarges, Nicolas Lec. Voilà, je tenais à les remercier et naturellement tous nos partenaires, nos exposants, et puis surtout vous qui êtes venus des quatre coins de la France pour rentrer dans cette communauté Eritech. Voilà, merci encore Marie-Agnès. À toi la conclusion. Les remerciements vont suivre aux remerciements. Vous savez, dans cette aventure-là, nous nous sommes posé beaucoup de questions, forcément, dans le cadre de cette crise sanitaire. Et c'est donc un double remerciement à Sébastien et avec Georges Mauguin que d'avoir voulu porter cette volonté devant nous, les élus, qui étions forcément quelque peu interrogatifs que d'organiser une telle aventure dans les conditions que l'on connaît. Nous avons bien fait de vous suivre. Parce que je crois que le rendez-vous était là. Alors merci, oui Sébastien, à toi, toute ton équipe. Merci Serge. Merci Georges Mauguin, à toi et à toute ton équipe, pour nous avoir réunis au-dessus de ce berceau d'Eritech. La naissance est belle, elle est passionnante. Elle est passionnante parce que les intervenants que vous avez été, vous nous avez permis de comprendre vos initiatives, vos projets. Les exposants dans les stands, vous nous avez accompagnés dans ces initiatives que vous avez mises en place. Bref, un grand moment de partage, comme le disait Marc Drouet à l'instant. Donc merci pour ces instants de partage. Merci au président du Geste d'Or, qui doit être déjà reparti, je suppose. Avec mes lunettes qui ne voient rien au fond de la salle, merci président d'avoir été cette collaboration fructueuse et intéressante. Tout à l'heure, je disais qu'on passait de la coopération culturelle à la culture de la coopération. Eh bien, je crois que Eritech en donne complètement l'écho.
Et je crois que c'est bien ça, le premier objectif d'Héritech, c'est de partager ces initiatives, voire même, et ça sera peut-être le boulot de nos étudiants, que de dresser un petit peu aujourd'hui tout ce qui existe. Marc Drouet le disait tout à l'heure, hein, faire un peu peut-être le listing de l'existant, parce que pour nous élus, vous savez, c'est quelque peu turbulent, toutes ces affaires-là. Parce qu'à partir du moment où vous avez un projet, même si vous y avez mis la stratégie qu'il faut, les objectifs opérationnels qu'il faut, le plan d'action qu'il faut, oui, et après on fait quoi? Donc si quelque part on n'a pas ce partage de connaissances des uns et des autres avec ces acteurs professionnels du numérique dans tous les domaines que ce soit, ben on risque de rester un petit peu sur notre faim. Donc je crois profondément justement à ce Héritech, source de partage, source de connaissances pour mieux accompagner, pour mieux conseiller les initiatives et les projets des uns et des autres. Héritech est né au Puy, Héritech restera au Puy, ça n'empêchera pas du Héritech hors les murs, parce que ça sera ça aussi le partage, pour permettre de réseauter en France, voire même à l'étranger, et faire ainsi que l'on ait ce cluster d'innovation, d'expérience, de connaissances, qui donne juste envie à nos jeunes gamins de quelque part suivre ce sillon tracé pour juste avoir la collecte de la mémoire de ce magnifique patrimoine que nous avons. Je parlais tout à l'heure avec M. Berger qui a le musée du tissage et du plastique à Sainte-Sigolène. Et bien voilà par exemple quelque chose de fabuleux. L'histoire qui nous dit que sur ce plateau sigolénois, où on fait aujourd'hui 25% du plastique de France, qui a succédé à ces quelques années de tissage, de soierie sur ce même plateau, qu'en est-il aujourd'hui? Et est-ce que demain, on va perdre ce savoir-faire ancestral? Eh bien non, bien au contraire. Donc ça sera ça aussi, je dirais, Héritech, de nous permettre d'aller peut-être encore un peu plus loin dans la collecte de la mémoire. En tout cas, je crois que c'est une belle aventure qui commence. Ce livre blanc doit juste nous permettre d'écrire ces premières lignes qui, demain, nous proposeront ce rendez-vous en 2021 en Haute-Loire. En tout cas, la Haute-Loire a été très heureuse de vous accueillir. Nous vous invitons n'importe quand, n'importe où. Dites-le nous, nous prendrons soin de vous, nous vous coucounerons. Nous aurons cette expérience personnalisée à vous faire partager. En tout cas, une belle continuation dans chacune de vos missions. Merci de ces moments de partage, de témoignages, d'initiatives et belle aventure à Héritech. Quelle conclusion? Prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Hein, et voilà, le travail ne fait que commencer. Merci encore à l'ensemble de l'exécutif départemental, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Madame la Vice-Présidente Madeleine Dubois, voilà, et également Corinne Bringer qui a suivi beaucoup de nos débats. Merci à l'agglomération et à la mairie Béatrice Bénat d'avoir soutenu nos travaux. Voilà, merci à tous, bon retour dans vos provinces.